été un peu trop laxiste avec le public, je le serai moins. C'est maintenant la période de questions. Chaque fois, je le rappelle, je veux des questions et si vous osez faire un commentaire, je vais vous interrompre. L'intérêt, évidemment, c'est d'interpeller tous ces experts qui sont autour de moi pour éclairer le débat. D'accord? Votre opinion, elle est très intéressante sans doute, mais peut-être qu'elle va ennuyer. Alors, et n'oubliez pas aussi, nous avons des interlocuteurs qui sont en ligne. Donc, il est possible que nous donnions la parole à des gens qui sont en ligne s'il y a des questions qui viennent du web. Madame, question courte. Courte. Merci beaucoup. Premièrement, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je suis de culture anglophone, mais je suis très contente d'être au Québec et d'être indépendantiste en plus. La question qui tue a été abordée par Martine. La question, c'est maintenant, nous avons des milliardaires qui ont accaparé de nos gouvernements, qui ont piraté nos gouvernements, Elon Musk et ses semblables, Fitzgibbon ici au Québec, qui veulent cannibaliser nos sociétés. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Merci. Ça, j'aime ça. C'est très cool. Oui, on va en prendre 2, 3. Alors, Daniel Top. Une question sur la reconnaissance internationale, André, parce qu'elle a été évoquée, et le lien avec la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Est-ce que, selon toi et selon tes collègues, ceux qui sont intervenus, ce sera un élément déterminant dans tout le processus d'accession du Québec à la souveraineté? De reconnaître, ou en tout cas de dire qu'on va respecter cette déclaration, et le processus par lequel on va la mettre en œuvre. Merci. Une troisième question, après on va passer la parole aux panélistes. Oui, monsieur, derrière. Oui, c'est toi. Ah oui, salut Marcel, excuse-moi. Marcel. En fait, j'ai une question peut-être pour M. Billet, si je ne me trompe pas. Il y a la question d'abord du droit unilatéral de faire l'indépendance du Québec si on a plus que 50 plus 1%. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça la question, parfait. Donc, on va passer aux réponses dans l'ordre. Martine, tu as été interpellée sur qu'est-ce qu'on fait avec les riches. En fait, c'est pas juste les riches, c'est les hyper riches, hein? Parce qu'il faut s'entendre, il faut faire une distinction, là. C'est des empires immense, on retourne comme à l'ère des seigneurs. Moi, je pense que la solution pour se prémunir de ça, c'est la diversité. C'est la diversité des pays. Et la République du Québec fera partie de cette solution-là. Dans le système canadien, on croule chez les empires pétroliers, c'est un État pétrolier. Donc, ça sera la diversité, et je pense que la diversité régionale qu'on pourra avoir avec les différentes nations autochtones qui ont une vision de protection du territoire, qui ont une... Tu sais, quand ils ont dans leur langage, je veux dire, on prend une décision pour les 7 prochaines générations, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, on a déjà un très grand métissage dans notre corps, mais je crois qu'il y a un métissage méconnu, particulièrement au Québec, avec les valeurs autochtones. On ne se rend pas compte à quel point on a intégré ces valeurs autochtones-là, mais il faut redonner à César ce qui appartient à César. Il faut reconnaître que ça provient des Autochtones et qu'ils sont une civilisation très avancée au niveau social, au niveau environnemental, et c'est une très grande force avec laquelle on devrait miser. Merci. La réponse à Daniel Top. André? Oui, bon, c'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre de façon définitive. Je pense que le Québec, au moment d'accéder à l'indépendance,
va se présenter comme un nouveau membre de la communauté internationale, va devoir se donner une identité, une carte de visite, et voudra pouvoir démontrer qu'il sera un bon citoyen mondial. Et maintenant, ce message-là sera modulé en fonction de différents auditoires internationaux. Je pense à l'Amérique latine, qui sera plus sensible à la question autochtone, probablement, que d'autres interlocuteurs étrangers. Je pense que pour l'Europe occidentale, ce qui va être la question autochtone sera présente, mais ça entrera dans un contexte, un portrait plus large de démocratie, de respect des droits humains, des droits fondamentaux, de toutes les composantes de la société québécoise, y compris les Autochtones. Mais à tous égards, envers toutes ces clientèles, y compris envers les institutions des Nations Unies, le fait d'annoncer qu'on va respecter la déclaration, tout en sachant qu'il peut y avoir des désaccords raisonnables sur son interprétation, ben, je pense que ce sera essentiel et ça nous sera un atout pour le Québec. Merci. Une complémentaire, Marcel? Oui, c'est parce que moi j'ai visité trois réserves autochtones. Celle de la Haute-Gatineau-Zibi, qui est à l'entrée de Maniwaki, celle des Cris tout près de Chibougamau, et l'autre des Cris de la baie de Génie. À chaque fois que je suis allé dans ces endroits-là, puis je ne les ai pas toutes faites, là, je me suis fait recevoir en anglais. Ils ne parlent pas français, ils ne sont pas intéressés. Même celle qui est tout proche de Maniwaki, c'est des francophones, c'est des Québécois, 90% sont là. Ils se font imposer l'anglais par les adjointés de la réserve, même dans les cours d'école. Alors moi, je me demande comment on peut négocier avec quelqu'un qui ne nous aime pas. On ne peut pas négocier avec une personne ou avec des groupes comme ça. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour pouvoir établir des relations en préparation d'une constitution québécoise devenant l'indépendance. Okay? Ce que j'aimerais avoir, c'est que je fais beaucoup de lectures là-dessus, c'est d'avoir un peu d'histoire contemporaine de nos relations avec les nations du Québec autochtones depuis peut-être les années 50-60. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai lu beaucoup sous le régime français, à partir du régime anglais, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout. D'accord. Merci du commentaire. Attendez. M. Dupont va demander la parole. Bon, là, je suis débordé. La classe est plus grande que Monsieur Dupont, allez-y. Deux petites Vous, je vous questions surveille, rapides. et particulièrement vous. Parce que je vous connais. Je pose toujours des questions, hein. Ouais. Alors, deux et bref. Quelle est la part canadienne et la part québécoise dans la vie concrète actuelle des Autochtones au Québec? Je sais que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et deuxième point, les Agniers qui vivaient sous le lac Supérieur ont été accueillis, invités par les Anglais, parce qu'ici, les Anglais ont demandé aux religieuses d'Oka de les accueillir, parce que ça avait été les alliés des Anglais, et à l'indépendance américaine, Washington avait adopté comme premier décret l'extermination des Agniers. Alors, comment est-ce que Claude Ryan a pu être si faible à laisser durer l'affrontement au cas pendant quoi, 18 mois, je ne sais plus. Hein? D'accord. Merci, c'est remarquable. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ici à la table? Ben, moi, pour avoir parlé avec plusieurs communautés autochtones, les communautés qui parlent anglais, écoutez, ils sont gérés par le fédéral. Puis c'est clairement dans la Constitution canadienne, parce qu'on est dans le Canada, c'est clairement une juridiction fédérale. Donc, c'est certain que ça a eu de l'influence. Ça évolue. Moi, dans les discussions que j'ai eues, les Cris, les Inuits sont plutôt anglophones, les Mohawks sont plutôt anglophones, les Mi'kmaq sont plutôt anglophones. Mais j'ai vu l'évolution du côté des Cris, de plus en plus de Français. C'est sûr que les communautés Innu, Atikamekw, Abénaki, Malécite, très francophones, du côté des Anishinaabe, ils sont proches de la frontière ontarienne. Donc là, encore là, un mélange, parce que les Algonquins Anishinaabe, ils ne sont pas juste au Québec.
Ils travaillent aux États-Unis beaucoup. C'est ça. Dans la construction. La construction. Fait qu'il faut que vous compreniez qu'eux autres, les frontières qui ont été faites après l'arrivée des Européens, c'était pas leur frontière initiale, donc ça traverse. Donc, ça, je pense qu'on peut pas leur reprocher ça. Je pense qu'on peut comprendre. Et la part canadienne, la part québécoise, la part canadienne, c'est une grosse part, c'est la loi sur les Indiens. Et c'est toute la gestion des Indiens qui ont été infantilisés et par le fédéral, qui n'avaient même pas le droit de vote initialement. Et encore aujourd'hui, il y a encore plein de règles d'infantilisation. Donc, tu sais, ça, c'est la part fédérale. La part québécoise, ben, c'est toute la relation. C'est pas une part formelle. Et c'est pour ça que moi, je dis, quand les gens parlaient de racisme systémique, ben oui, il y en a un racisme systémique au Canada, c'est le racisme avec les Autochtones qui est inscrit dans les lois. Dans les lois, c'est un système, c'est très clair. Donc, moi, ce serait ma réponse. Québec donne des soins de santé et d'éducation, c'est ça? Monsieur Dupont, je peux vous donner une réponse en partie à votre question. La part du Canada dans le financement des communautés autochtones, les budgets des deux ministères qui s'en occupent, c'est 20 milliards de dollars. C'est la dépense publique la plus importante dans le budget canadien, avant les dépenses militaires. Allez vérifier dans le budget 2023. Maintenant, c'est Monsieur, oui. Je vais lever ma main pour me faire Non, vous avez reconnu. Je pense qu'il y a une évidence claire que la loi des Indiens, il faut passer à autre chose. Mais si je ne me trompe pas, je ne suis pas si expert que ça, c'est par la loi des Indiens qu'existe le système de réserve qu'on appelle maintenant communauté. Je serais porté à dire, malheureusement, que sans ce système de réserve, il y aurait peut-être par métissage une assimilation complète de la nation autochtone. Et s'ils n'auraient pas des lieux vraiment à eux où ils se regroupent, et c'est là carrément, là, les Québécois comme nous, on en a tous dans notre famille. C'est assimilé. Et quel est le futur de ce système de communauté dans le Québec? C'est la question. Pardon? 2 questions Internet. OK. Quelqu'un veut répondre à ça? Non? OK. Je prends une question Internet. Moi, je peux répondre. Tu peux répondre? Vous voulez répondre? Oui. Bon, allez-y. Succinctement. Ben, moi, je pense que c'est pour ça que je disais qu'il faut déterminer des régions. Parce que si on veut préserver les langues, et si on veut préserver, pas juste préserver, développer les langues et les cultures, il faut que ça soit ancré avec un territoire. C'est pour ça qu'on peut donner une définition civique. Donc, il y aura un territoire Innu qui restera à être défini. Ça ne peut pas être strictement les réserves, c'est trop petit. Il n'y a pas de territoire de chasse puis de pêche. Donc, il faudra déterminer des territoires. Ça, c'est la partie difficile. Il faudra déterminer des territoires. Les territoires, et dans ces territoires-là, il y aura une appartenance Innu. Et c'est là qu'on arrive avec une définition civique. Et un Innu pourra se dire, même s'il vient habiter à Montréal, pourra se dire, moi je suis Innu parce que j'ai une appartenance à ce territoire-là, mais ça sera une définition civique. Comme un Saguenayen se dit, moi je suis Saguenayen même si je suis à Montréal. Donc un Bleuet. Donc, mais il faut que ça soit accroché à un territoire. La question du territoire, elle est fondamentale. Merci. Josiane, pardon. C'est bien correct. Ben, je pense que vous avez raison, puis que c'est un danger qu'eux vont sentir aussi, et les nations vont donc décider elles-mêmes de rester organisées dans des communautés plus ou moins isolées elles-mêmes. Sauf que c'est ça la différence, c'est ça le problème avec la loi sur les Indiens, c'est que c'est imposé avec un système de gouvernance, imposé avec du financement qui vient avec beaucoup d'impositions aussi. Et c'est ça, si on retire ça, on arrête d'être dans une relation paternaliste. Si c'est leur choix de le faire, si elles ont le droit de s'organiser avec un système de gouvernance qu'elles ont choisi elles-mêmes, puis qu'elles ont le droit à une certaine autonomie économique, on se retire de la relation paternaliste et il n'y a plus de problème. Merci. Maintenant, on va passer au web. Première question de Michel Lemire, qui concernant la récente entente Québec-Terre-Neuve sur Churchill Falls puis Gulf Island. Il demande, ça semble se concrétiser en l'absence de représentants autochtones. Est-ce normal? Comment on aurait pu traiter ceci? Et deuxième question de Robert Leduc qui dit, est-ce que des groupes significatifs au Québec qui discutent avec les Premières Nations en ce moment même? On dit que
que le PQ le fait peut-être, mais est-ce qu'il y a des groupes importants qui négocient? Merci. Qui veut prendre la parole? Je vais répondre à la deuxième question. Il y a aussi un racisme canadien-français à l'égard des Autochtones. On ne peut pas passer ça sous le tapis. En particulier, à Trois-Rivières, j'ai travaillé un grand bout de temps pour faire la démonstration de l'existence d'une communauté algonquine à Trois-Rivières, qui a pourtant signé des traités avec les Britanniques, mais ils se retrouvent, ayant perdu leur territoire de chasse, ils se retrouvent dans des territoires de misère, avec, je dirais, un racisme systémique, avec, j'ai trouvé des choses scandaleuses, des femmes qui passent à la prostitution et dont le sort ressemble à des femmes autochtones assassinées dans l'Ouest. Alors, donc, oui, il y a un racisme canadien-français à l'égard des Autochtones. Oui, ça existe. Merci. Daniel? Churchill Falls, quelqu'un veut répondre? Moi, je peux. Tu peux aller. Bon, moi, Churchill Falls, une anecdote personnelle. Un chef Innu de la Côte-Nord m'a appelé en septembre, je crois, au moment où ça se discutait, l'entente de Churchill Falls. Il m'a dit, André, ça n'a pas de bon sens qu'on ne soit pas là, qu'on ne soit pas parti à cette entente-là. Alors, je pense, ce qui est paradoxal, c'est que Terre-Neuve a été peut-être la dernière province canadienne à prendre les droits autochtones au sérieux. Et aujourd'hui, est plus avancée que le Québec à certains égards, notamment dans ses relations avec les Inuits. Donc, il y a déjà il y a 2 traités, à ma connaissance, au Labrador qui ont été signés avec les Inuits du nord du Labrador et avec les Inuits. Mais aussi, les Inuits sont, les Inuits globalement, c'est moitié-moitié, le Labrador terre-neuvien et au Québec. Ils sont anglophones du côté terre-neuvien, ils sont francophones au Québec. Leur langue commune, c'est l'Innu. Les chefs se réunissent, il y a à peu près 9 communautés, si je ne me trompe pas, de chaque côté. Et les chefs se réunissent en moyenne une fois par année. Leur langue commune, c'est l'Innu. Alors, et parfois, comme je ne veux pas m'éterniser, mais parfois, il arrive que comme les revendications de nos communautés Inuits du Québec débordent la frontière provinciale, vu que pour eux, c'est nouveau, il arrive, mais ça dépend un peu de l'humeur du gouvernement en place à Terre-Neuve, qu'ils soient convoqués à Saint-Jean-Terre-Neuve pour des consultations. Et parce qu'ils ont une obligation de consulter tous les gouvernements provinciaux. Alors, il se trouve que, comme il y a eu un blocage du côté québécois pour ce qui est de la négociation d'un traité, c'est plus avancé actuellement du côté de Terre-Neuve, pour ce qui est des Inuits. Donc, ils participent davantage plutôt aux prises de décision concernant le développement hydroélectrique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents des ententes qu'ils ont, mais c'est plus avancé comme processus. Au Québec, il y a un retard à rattraper du côté Innu pour ce qui est d'un traité et des ententes de participation réelle dans des projets majeurs de développement. Merci. Alors, je passe la parole à Daniel Gingras, mais je lui demanderai d'être très bref. Il y a 5 personnes en ligne qui attendent. Non, je voudrais juste demander un élément par rapport au CEPAC. C'est assez difficile de recevoir de l'information sur les Premières Nations ou les Autochtones, les Nations autochtones, quand il y a des rencontres qui sont faites de façon pan-québécoise ou pan-canadienne, et qu'il y a une rencontre qui est filmée, puis qu'on essaye de partager ça, c'est bloqué. C'est censuré pour le Canada. Ça, c'est une première intervention que je veux faire. Quand on parle de facilité, de vouloir inclure, parce que de ce que j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de tout ce que j'ai entendu, il y a le document, est-ce qu'il est possible de l'avoir à posteriori? Tu n'étais pas inscrit à la rencontre? Non, je ne m'étais pas inscrit. D'accord, on va te mettre sur la liste. Oui, OK.
Puis la dernière question, c'est qu'il y a l'histoire courte, le côté socio-culturel et le côté socio-politique des Autochtones. Si on le prend sur le côté socio-culturel, c'est pas, il y a l'histoire longue, l'histoire courte, qui débute de 15 000 ans à peu près, puis l'histoire longue qui va jusqu'au début de l'arrivée des humains du ventre de la terre-mère. Ça, c'est l'histoire longue, puis l'autre, c'est l'histoire courte, les 15 000 dernières. Et comment inclure à ce moment-là dans le processus de métissage et d'inclure les Premières Nations dans la prise de décision et dans le cheminement vers l'indépendance de façon à ce qu'il soit participant à la démarche. Merci, Daniel. Qui veut prendre la parole? Ça, rapidement. Oui, tu étais très patient. Oui, bonsoir tout le monde. Paul-André Vignier. De fait, André, merci. Je vais pouvoir me coucher plus intelligent ce soir, grâce à toi. Je vais commencer par ça. La première chose, si j'ai bien compris, le droit international prévaut sur les constitutions de quelconque pays du monde. Ça veut donc dire sur la canadienne. Ça veut donc dire aussi sur la constitution interne du Québec. Mais si j'ai bien compris aussi, un peu sur le principe de la souveraineté parlementaire, le Québec pourrait déclarer unilatéralement son indépendance sur le statut, ce que moi je pense qu'il devrait être la voie empruntée. Un référendum irait sur une constitution. Je viens de passer un petit message ici. Et ma dernière question, c'est juste valider si j'ai bien compris. Puis ma dernière question, c'est est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu l'occasion d'assister ou d'entendre à ton exposé? Et si on va y envoyer une copie de l'Action nationale, dédicacée peut-être, je ne sais pas trop, mais pour qu'on puisse peut-être emprunter, qui peut payer le luxe de perdre un troisième référendum, baptême? Donc, je veux dire, ça n'a pas d'allure, tu comprends? Moi, je dis, Paul Saint-Pierre, écoute André, et André, plein de monde ici, tu sais, On va faire le message. c'est ça. Je voulais juste dire ça, puis si tu peux répondre à ça. Ben, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Merci beaucoup. Alors, un autre monsieur qui est très patient. Je sais, j'ai noté vos... Mais écoutez, moi, je ne peux pas faire... C'est parce que je ne voyais pas en arrière. Vas-y, oui. Oui, bonjour. Justement, bon, Charles Dubois, bonjour. C'est la première fois que je viens vous voir, c'est très intéressant, je trouve bien. La question de territoire, en termes d'État, Nation, Québec, République. En sous-question, qu'est-ce qu'on fait avec le Labrador qui a été cédé pour les Lords en 1927, que les Autochtones aimeraient bien communiquer avec leur communauté? Le fleuve Saint-Laurent, une sous-question à ma question, et le fleuve Saint-Laurent qui est considéré comme corridor de commerce international sous juridiction fédérale canadienne. Là, ça devient quoi au niveau territorial? Parce que finalement, nous, on va créer deux Canada avec notre indépendance. Il va y avoir un Canada maritime et un Canada de l'Ouest, de l'Ontario vers l'Ouest. On va créer vraiment une crise structurelle et économique et politique, selon moi. On ne sera pas très amis, mais on a des droits. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on peut résoudre ces questions-là? C'est ma question. Bon, c'est pas une petite question. Non. Rapidement, parce que je suis obligé d'aller vite. C'était une question déjà qui se posait évidemment en 1995, sur laquelle j'ai déjà eu à travailler et sur laquelle on me posait des questions à l'interne au gouvernement du Québec. Donc, j'étais assis autour d'une table de hauts fonctionnaires. J'étais le conseiller juridique, il y avait Louis Bernard au bout de la table, puis là on se tourne vers moi. André, qu'en est-il du Labrador? Qu'en est-il des contrats avec Churchill Falls? Ces questions-là, elles m'ont déjà été posées. Et je n'ai pas eu le temps de le dire tantôt, mais on avait déjà auparavant travaillé sur ces questions-là aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale qui ont suivi Bélanger Campo. Richard Carrier, qui est ici quelque part, était mon collègue, voilà.
Donc, il s'occupait de la recherche économique dans ces commissions. Moi, je m'occupais de la recherche juridique et politique. Donc, on avait déjà commandé des études d'experts internationaux sur la question. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que ce qui est justifié en droit, là, on est en position de force, malgré tout ce qu'on a pu entendre de propagande fédérale. Ce qui est justifié légalement, c'est qu'on conserve l'intégralité, la totalité du territoire terrestre du Québec actuel comme province. Et deux, ce qui est solide juridiquement également, c'est une expansion considérable du territoire maritime du Québec. Parce qu'une règle fondamentale du droit international que Daniel connaît, c'est la mer suit la terre. Donc, on acquiert des nouveaux droits maritimes de 200 000, par exemple, marins de territoire maritime qu'on n'a pas en tant que province, parce qu'en tant que province, notre territoire s'arrête au rivage. Mais là, on sort du droit constitutionnel canadien, comme je l'ai dit, c'est le droit international qui prévaut. On a le droit à 200 000 marins partout autour de nos côtes. Ça veut dire la moitié du golfe Saint-Laurent, ça veut dire la moitié de la baie du Hudson, ça veut dire la moitié du détroit du Hudson au nord. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle juridique, c'est qu'on n'a pas une cause forte du tout pour ce qui est du Labrador. Alors, c'est sûr qu'on pourrait, en tant qu'État souverain, s'adresser à la Cour internationale de justice, mais mon examen à moi, évidemment, si d'autres juristes brillants trouvent de meilleurs arguments, tant mieux, mais mon examen de juridique de la question, c'est qu'on ne pourra pas revenir en arrière sur la question du Labrador, parce que la règle de base, c'est qu'on prend le territoire en l'État au moment où on accède à l'indépendance, ce qui nous protège contre la partition, mais ce qui nous condamne à respecter la décision du Conseil privé de 1927. Merci. Monsieur, pas de débat, monsieur. Non. Merci, M. Monnière. Est-ce que vous pensez réaliste ou possible l'adhésion des Premières Nations à un Québec indépendant et sur le comité permanent de l'Assemblée nationale? Ça l'implique donc une traduction vers les 11 langues autochtones qui reviendrait vers les Français, vers les 11 langues autochtones. Est-ce que vous pensez que cette mécanisme-là serait réaliste ou il faut que ce soit la langue commune du français qui soit imposée? Moi, je peux vous donner un exemple très concret là, de ce que vous avez fait. Moi, j'ai témoigné en commission parlementaire à Québec sur la loi 96. Puis là, on m'a interrogé sur les droits autochtones linguistiques. Là, je leur ai dit, Ghislain Picard vient témoigner la semaine suivante, il va vous parler en Innu, mais il n'y a pas juste le droit de s'exprimer, il y a le droit d'être compris. Alors vous, là, vous allez faire comme au Parlement fédéral, parce qu'au Parlement fédéral, il y a la traduction simultanée en au moins 16 langues autochtones. Eh bien, la semaine suivante, quand Ghislain Picard est venu, nos députés, membres de cette commission, avaient tous des écouteurs pour la première fois et ils avaient un interprète parce qu'ils avaient compris qu'il avait le droit d'être entendu et compris dans sa langue autochtone. Évidemment, le dialogue s'est poursuivi en français par la suite. Mais une réconciliation, c'est aussi une réconciliation linguistique, ce qui ne veut pas dire céder à toutes les demandes autochtones. Merci. Madame? Une petite question courte. Martine, je parlais de territoire autochtone, ici et là, etc. Est-ce que pour toi, les territoires seraient fermés ou ça serait aussi ouvert aux allochtones? C'est certain que ça devient comme une région. Et à ce moment-là, avec un gouvernement régional auquel on délègue des pouvoirs légaux, fiscaux, réglementaires, et donc ces régions-là pourront se gérer. Fait que la région Innu pourra se gérer comme la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourra se gérer comme la région de la Mauricie. Et c'est clair qu'il va falloir... Moi, j'ai été ministre des Ressources naturelles. Ça n'a pas de bon sens que les forestières, que les mines puissent aller faire des projets sur le territoire sans accord des populations. Il va donc falloir qu'il y ait des pouvoirs du côté des activités extractivistes sur le territoire. Donc, il faudra avoir les autorisations d'un gouvernement régional spécifique de la région. Donc, ça permettra d'avoir des gouvernements régionaux qui seront démocratiques, mais qui pourront faire la promotion de la spécificité de la région.
Donc, une spécificité Innu, une spécificité Cri, une spécificité Atikamekw, une spécificité mauricienne, une spécificité outaouaise. Et c'est comme ça qu'on pourra être et pas avoir des citoyens de deux catégories de citoyens. Comment on pourrait fonctionner avec deux catégories de citoyens dans le même pays, mais tout en préservant le développement des langues et des cultures du peuple Innu, du peuple Atikamekw, du peuple Cri, du peuple Inuit. Mais ma question, c'est est-ce que les eurodescendants pourront habiter là? Oui, si tout le monde pourra habiter, comme un Innu du territoire peut décider de venir vivre à Montréal, comme actuellement un Montréalais peut décider d'aller vivre à Toronto. Mais il faudra que le Montréalais qui décide d'aller vivre en territoire Innu accepte que sa famille, ses enfants, vont apprendre l'Innu à l'école. C'est ça. Hein? Merci. C'est clair. Derrière, il y a deux questions qui restent. Laurent, tu passes en dernier. Les derniers seront les premiers. Oui, c'est à toi, oui, c'est à toi. Bravo pour la qualité de vos Non, interventions. non, Laurent, après. Non, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des campagnes de désinformation, de fake news vraiment importantes de la part de nos adversaires politiques au niveau international. Je pense que la crise d'Oka nous l'a amplement démontré, et puis ça peut vraiment faire beaucoup de temps. Alors je me dis, est-ce que vous avez pensé à une stratégie de communication pour essayer de donner l'heure juste de façon aussi objective que possible pour contrer cette désinformation, surtout dans un contexte mondial de fake news, surtout à l'époque de Trump? Vaste programme. Est-ce que vous avez des solutions? Non, ça, je pense que ça relèvera des temps québécois. D'accord. Laurent, sur la dernière question. Oui, André, j'ai beaucoup aimé votre exposé. Vous avez parlé des Inuits au Labrador. Pourquoi n'avez-vous pas parlé des Beothuk, qui sont la nation qui a été exterminée par les Britanniques à Terre-Neuve? Ça explique beaucoup de choses dans ce coin-là du pays. Et maintenant, par rapport à Martine, vous avez parlé du territoire. Le problème que j'ai là-dedans, et je dois me définir, je suis Laurent Desbois, un fier Québécois, mais aussi un fier Micmac. La majorité des Autochtones sont hors réserve. Je ne vous parle pas de ceux qu'on appelle aujourd'hui les wannabes, là. Je vous parle de ceux qui sont reconnus comme moi, mais qui vivent hors réserve. Ils sont majoritaires au Québec. Ils vivent beaucoup sur le plateau. Et la question parallèle à ça que tu as posée, tu as dit c'est quoi un autochtone? Et ça, c'est très sérieux. C'est très sérieux, puis il y a bien des définitions. Malgré mes cheveux blonds à un moment donné, puis mes yeux bleus, j'ai eu bien de la misère à me faire accepter par certains. Je suis un wannabe, moi, apparemment, parce que j'ai des yeux bleus. Et qui va décider dans certaines nations où tu as ceux qui reconnaissent la loi des sauvages et donc les chefs élus selon la loi des sauvages et les chefs traditionnels élus? Ça, j'ai jamais pu savoir par qui. Certains disent c'est les femmes, mais j'ai jamais rencontré les femmes qui leur ont donné leur autorité. Donc, 3 questions succinctes, je suppose. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse en dehors du cadre. Il va falloir se sortir du cadre de la loi sur les Indiens, du cadre des réserves, si on veut se développer quelque chose de viable sur l'avenir. Je dis souvent, il va falloir se réapproprier notre passé commun pour pouvoir se construire un avenir commun, parce qu'on a un passé extraordinaire commun. Je crois qu'on est à la grandeur du Québec métissé, très, très fortement. Donc, comment on peut dire, tu sais, où c'est qu'on arrête la barre, là? C'est impossible de dire, et c'est de la discrimination, ça va ne faire que des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir d'une définition qui est génétique, qui est liée au sang, pour pouvoir se trouver un modèle qui va permettre de préserver, parce que ce qu'on veut préserver,
c'est pas l'approche discriminatoire. Ce qu'on veut préserver, c'est la diversité, c'est la culture ancestrale, c'est les langues, les connaissances traditionnelles, c'est ça qu'on veut préserver. Donc, il faut se donner les moyens de faire ça. Et je pense que c'est possible. Et je pense qu'on peut, on peut dialoguer. C'est certain qu'il y a une méfiance qui s'est installée au fil du temps. On a été aussi victimes. Les différentes communautés autochtones ont été encore plus victimes. Je vous ai expliqué le processus du racisme graduel des Britanniques. Donc, il y a des blessures à penser et on a chacun dans nos communautés aussi des gens qui n'ont pas d'allure. Hein? Dans la communauté québécoise, il y a des gens qui n'ont pas d'allure. Puis dans les communautés autochtones aussi. Donc ça, c'est l'humain. Il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Mais moi, j'ai foi en l'avenir. Ah, merci sur ces belles paroles. Donc, je vous remercie tous d'avoir été si attentifs. De mettre à votre calendrier notre prochaine rencontre qui aura lieu le 13 mars. Et donc, nous traiterons le 13 mars de la politique de main-d'œuvre dans un Québec indépendant. Qui dit main-d'œuvre dit évidemment politique de l'emploi. Donc, j'espère qu'on vous reverra tous et toutes à notre prochaine rencontre du mois de mars.